Si vous étiez à la place du chef, vous cédez aux sirènes de Fumutoto ou vous le dévaluez complètement, carrément? Non, si j'étais à la place du chef, je ne céderais pas aux sirènes de Fumutoto. Je connais Fumutoto mieux que le chef ne le connaît. Mais si j'étais le chef, j'aurais éclaté de rire. Je crois que ce jour-là, j'aurais peut-être pas travaillé. J'aurais remis la vidéo plus de 20 fois parce que je connais l'homme. Et là où les gens voient seulement le discours, moi, je vois la détresse. Est-ce qu'il n'a pas poussé trop loin le bouchon Quel bouchon? en présentant sa frustration sur la place publique? Non, mais écoute, il est politique. Chacun présente sa frustration de la manière qu'il juge propre. Il n'a pas poussé le bouchon trop loin. Il a tenu des propos qui ont été assimilés par certains à du chantage envers le chef. Or, depuis le début de sa sortie... C'est l'impression que ça donne. Mais oui, mais alors, l'impression... Est-ce que moi, je dois me faire une idée sur une impression ou je dois me faire une idée sur des mots qu'il a prononcés? Il n'a pas cessé depuis le début de dire que le président, je resterai avec lui jusqu'au bout, à son service, patati patata. Mais l'union sacrée, mais attendez, qui ne sait pas que tout n'est pas rose à l'union sacrée? Le M23 est à bout de souffle. Le M23 est au bout du rouleau. Et tout ce qui reste au M23, c'est de chercher, et je ne suis pas sûr qu'ils trouveront, un moyen honorable de sortir de ce marasme dans lequel il s'est plongé tout seul en acceptant de rendre orphelins énormément d'enfants à l'est de notre pays et de massacrer autant de populations pour un but que nous connaissions, qui n'avait rien à voir avec la politique, qui était tout simplement la recherche effrénée des richesses dont regorge le sol de la RDC. Entendre M. Nanga tenir ce discours, j'ai compris qu'au-delà du M23, c'est le Rwanda qui est sorti du bois. L'ami Paul sent réellement le vent de l'histoire en train de tourner. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité lors de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. Et nous vous remercions de votre fidélité à ce programme. Merci de nous choisir. Et vous faites bien de nous suivre. Et vous arrivez donc au bon moment pour ce décryptage ou encore ce plateau spécial que nous avons organisé pour vous. Et on aura l'immense plaisir d'échanger pendant près d'une heure avec une figure de proue de la classe politique. C'est un acteur majeur du combat pour la démocratie et l'alternance pacifique au sommet de l'État au cours de ces 2 dernières décennies. On aura donc le plaisir de partager ce moment ensemble avec lui pour faire le tour d'horizon de l'actualité générale en République démocratique du Congo. On verra comment, dans une démocratie enracinée qui s'affirme, les opinions des uns et des autres peuvent contribuer à construire cette jeune démocratie et ce bel édifice qu'est la démocratie du Congo, au moment où les Congolais et Congolaises aspirent à la paix et au dialogue. Comment le voix de chacun d'entre nous peuvent être mises à contribution pour sortir de l'auberge et surtout du piège qui nous est tendu par le boucher de Kigali, Paul Kagame, quand surtout ces visées hégémoniques sont mises à nu. Vous êtes sans ignorer la dernière révélation faite par l'ambassadrice du Rwanda, mais aussi les aveux de collaboration de Corneille Nangaa, qui va plus loin en soutenant que la FCM23 ne collabore pas seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Que cache ce propos? Ou encore mieux, pour dire, qu'est-ce que ça change dans la donne? On verra d'analyser avec un regard beaucoup plus critique sur cette question. On parlera aussi de différentes arrestations qui se multiplient en République du Congo, le climat politique qui devient un peu crispé. Est-ce qu'il y a-t-il nécessité de lénifier l'attention au pays pour voir comment nous pouvons engager un cadre qui puisse permettre à toutes les voix de converger et surtout de regarder dans la même direction le dialogue national qui est annoncé pour le mois de février. Quels en sont le préalable? On va vérifier tout cela. Vous faites bien de nous choisir. Restez fidèles et surtout restez jusqu'à la fin car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus et surtout partagez cette vidéo et aimez pour permettre à YouTube de mieux nous référencer. On a l'immense plaisir de recevoir pour une première fois pour l'an 2026 Daniel Mwananteba, premier secrétaire du Parti socialiste. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir pensé à m'inviter. Et puis le plaisir a toujours été partagé. Politicon, lorsqu'on se rend sur votre plateau, il y a une certaine élévation en termes de réflexion. Et c'est tout ce qui m'attire et je suis très content et très heureux d'être parmi vous. Daniel Mwananteba est resté inaudible. Pas d'interview, pas d'émission, pas d'activité. Qu'est-ce qui se passerait pour nous accorder à dire que Daniel Mwananteba est plutôt en retrait au cours de ces dernières années? Je ne dirais pas en retrait, mais au cours de ces derniers mois, il y a eu des sorties médiatiques de partis
s'est réorganisé. Le parti a pris une nouvelle orientation. Comme j'ai à le dire à plusieurs, le drame, c'est que parfois on arrive à oublier sa propre maison pour aller s'occuper et nourrir les enfants du voisin, ainsi que le voisin et sa femme. Mais là, nous avons juste compris au niveau du Parti socialiste qu'il était grand temps de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous occuper de nos propres enfants, de notre propre maison, mais avec le temps passé dans une alliance qui a été malheureusement stérile et infructueuse, vous vous rendez compte qu'énormément d'énergie a été dépensée, énormément de moyens, à mon niveau, hein. Quand je dis moyens, ce n'est pas les moyens au niveau des autres, mais à mon niveau, mes petits moyens, j'en ai pas mal dépensé. Et là, maintenant, pour rebondir et remettre le parti... à l'heure? Non, pas à l'heure, mais sous les feux de projecteur, de manière vraiment percutante, ça a demandé d'abord bonne organisation et puis suffisamment de moyens. Et nous y travaillons. Et c'est pour bientôt. Le Parti socialiste brillera de nouveau de tout son lustre. Donc vous êtes donc projeté vers de nouveaux horizons en mettant croix sur votre passé et votre alliance dont on retient quelques reliques et quelques traces indélébiles. Oui, mais bon, on ne peut pas faire une croix sur son passé. Sinon, on sera condamné à le revivre. Je suis obligé, et je me rappellerai de ce passé en permanence pour m'éviter de commettre la même erreur. Ça ne vous rend pas prisonnier? Non, au contraire. Au contraire. Nous devons monter sur le talus de notre passé pour avoir suffisamment de hauteur dans le présent afin de pouvoir voir l'avenir. Et c'est ce que le PS fait, c'est ce que Daniel Monateba fait. Nous sommes recentrés sur nous, mais c'est sans amertume, sans rancune. Tout simplement, comme vous le savez, dans la vie, il y a deux cas. Moi, je dis toujours, comme disait Nelson Mandela, soit on ne perd jamais, moi je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais plus que ça, dans la vie, il y a certaines personnes et certaines alliances qui sont des bénédictions. Mais lorsque ça ne marche pas, ça devient une leçon. Aussi bien les bénédictions que les leçons nous sont bénéfiques pour avancer dans notre vie. Et c'est ce à quoi je me focalise. C'est sur quoi je me focalise. Très bien dit. Et pour paraphraser les philosophes Kierkegaard qui disaient il y a toujours deux façons de se tromper. L'une de croire ce qui n'est pas et l'autre de ne pas croire ce qui est. Voilà. Et j'espère que vous n'êtes pas... Vous ne vous retrouvez pas dans l'un ou dans l'autre cas? Non, aucun des deux. Parce que je crois tout simplement, et je crois en Dieu. Dieu est. Dieu est. Il est, mais il n'est pas. Mais j'y crois. Merci beaucoup, Daniel Monateba. Vous faites bien d'accepter notre invitation à ce début d'année. J'en profite pour vous présenter mes vœux le meilleur pour 2026. Et on va parler de l'actualité. Beaucoup de choses sur lesquelles nous aimerions avoir votre regard critique. D'abord, commençons par la situation sécurité parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus dans l'est du pays où l'AFC M23 continue à écumer les richesses à foison dont dispose la RDC dans cette partie qui reste contrôlée par l'AFC M23 dont son coordonnateur avoue l'alliance ou encore la collaboration avec le Rwanda voisin, mais qu'il ne veut pas dire soutien, et insiste-t-il. Mais il va plus loin en citant aussi l'Ouganda. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que cache tout ceci, d'après vous? Eh bien, j'ai suivi avec attention ce monsieur-là, le coordonnateur de cette fameuse AFC M23, dans sa déclaration. Et j'ai compris que je ne me trompais pas. Le M23 est à bout de souffle. Le M23 est au bout du rouleau. Et tout ce qui reste au M23, c'est de chercher, et je ne suis pas sûr qu'ils trouveront, un moyen honorable de sortir de ce marasme dans lequel il s'est plongé tout seul en acceptant de rendre orphelins énormément d'enfants à l'est de notre pays et de massacrer autant de populations pour un but que nous connaissions, qui n'avait rien à voir avec la politique,
qui était tout simplement la recherche effrénée des richesses dont regorge le sol de la RDC. Entendre M. Nanga tenir ce discours, j'ai compris qu'au-delà du M23, c'est le Rwanda qui est sorti du bois. L'ami Paul sent réellement le vent de l'histoire en train de tourner. Pourquoi je vous dis cela? Vous l'avez relevé vous-même. Nous disons que les vrais maîtres du M23, c'est le Rwanda. Nanga et toute sa clique-là ont toujours nié l'implication du Rwanda. Le Rwanda lui-même a toujours nié son implication quelconque dans les guerres à l'Est. Parce qu'avec la déclaration que le Rwanda avait de faire, la communauté internationale et nous-mêmes faisons rapidement le rapprochement. Ce n'est pas la première guerre. Si le Rwanda avoue aujourd'hui son soutien ou sa collaboration sécuritaire, donc depuis toujours, avec il le M23, déstabilise il est les connu pays. qu'aucune rébellion ne pouvait prendre vie, ni à Goma, ni à Bukavu, sans avoir une base arrière au Rwanda. Et depuis 1994, avec 96, avec la guerre de l'AFDL, jusqu'à nos jours, après l'AFDL, il y a eu le RCD, et le RCD, il y a eu le CNDP aujourd'hui c'est le M23. C'est clair qu'aucune de ces rébellions ne pouvait voir le jour sans un soutien ou sans une base arrière au Rwanda, sans collaboration sécuritaire. Parce que les causes qui ont vu renaître, pas naître, mais renaître le M23, sont les mêmes causes qui ont vu naître l'AFDEL, le RCD, le CNDP et le M23. Donc, toutes choses étant par ailleurs égales à elles-mêmes, nous comprenons que le Rwanda devrait juste sauter le pas et avouer carrément sa collaboration sécuritaire avec toutes ces rébellions-là. Et Nanga dit, avant de prendre l'autre point, la collaboration ou bien l'intervention aussi du Rwanda et de l'Ouganda, avec lesquels RDC entretient des très bons rapports. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur le concept. Que veut dire collaboration? D'après vous, en quoi connaît Nanga, collaboration ne veut pas dire soutien. Et une fois nous mettre d'accord sur ces concepts, ceci nous permettra d'établir la vraie responsabilité ou la réelle participation du Rwanda dans cette guerre qui vit les pays depuis plus de 30 ans. Ben, vous savez, de prime abord, ce n'est pas à moi d'étayer ce concept. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en avant, c'est Nanga. Donc s'il faut chercher à comprendre ce concept selon lui, il faudrait lui poser la question. Mais moi, j'essaye de décrypter les propos de Nanga, décrypter ce concept qu'il veut nous imposer comme étant deux choses différentes. Et je dirais même le fait de dire que le Rwanda reconnaît sa collaboration avec l'Inde. Mais Nanga dit, oui, collaboration sécuritaire, mais pas soutien. Mais je rappelle, je peux vous soutenir sans collaborer avec vous. Mais je ne peux pas collaborer avec vous si je ne vous soutiens pas. En cherchant à atténuer les propos, Nanga n'a fait que les aggraver. Cette collaboration sécuritaire, mais elle est pire même qu'un soutien tout simplement. Je peux être un donateur de votre émission, je vous soutiens. Sans pour autant venir vous donner des stratégies en termes de gains, sans pour autant vous brancher avec des annonceurs, sans pour autant vous donner des pistes qui pourraient vous permettre de maximiser les finances de votre chaîne. En ce moment-là, ce soutien-là n'aura pas de grand impact. Mais si je collabore avec vous, en vous emmenant auprès d'annonceurs, en prenant des contacts dans des sociétés pour que ces sociétés viennent payer des encarts publicitaires auprès de vous. Si je vous mets en contact avec des fournisseurs en termes de caméras, d'ordinateurs, d'onduleurs et tout ça, et que je demande à ces fournisseurs de vous donner tous les équipements à crédit
je ne vais pas les payer. Vous allez les payer, mais au moins, je me porte caution. Et après avoir eu ces équipements à crédit, je vous emmène auprès d'annonceurs ou des personnes qui financent votre chaîne pour que vous puissiez payer ce crédit. Là, nous avons eu une collaboration. Mais ça vous dirait qu'il n'y a pas de soutien. Quel plus grand soutien peut-il y avoir que dans le cadre d'une collaboration? Donc, ces concepts et ces termes, pendant lesquels Nanga s'est cru malin en essayant de... Oui, collaboration, mais ce n'est pas un soutien. Mais écoutez, j'aurais préféré qu'ils disent que le Rwanda les soutient sans collaborer, plutôt qu'ils disent que le Rwanda collabore sans les soutenir. Est-ce que collaboration ou soutien veut dire forcément agression directe? Non, mais collaboration ou soutien ne veut pas dire forcément agression directe. Mais la collaboration et le soutien sont mis en place dans le cadre d'une agression. Si le M23 n'avait pas reconquis les territoires, en quoi il aurait collaboré avec le Rwanda? On n'aurait même pas parlé d'un groupe. Le M23 justifie son existence en tant que mouvement rebelle dans la rébellion. Sans la rébellion, sans la guerre, est-ce qu'on parlerait du M23? Sans que le M23 n'ait annexé, conquis, entre guillemets, parce que ce n'est pas le M23 qui a conquis, c'est le Rwanda, dans le cadre de leur collaboration sécuritaire et du soutien du Rwanda au M23, tel que le Rwanda le reconnaît lui-même. En votre sens, qui serait aller vers l'autre? Mais non, à notre sens, personne n'est allé vers personne. À mon sens, et à notre sens, au niveau du Parti socialiste, des choses sont claires. Le Rwanda a mis en place son projet d'annexion d'une partie de notre territoire. Et pour ce faire, il avait besoin d'un bras séculier. Parce qu'il ne pouvait pas apparaître en tant que Rwanda, sinon on aurait parlé d'agression. Et l'agression était automatiquement sanctionnée par la Charte des Nations Unies. Au vu du fait qu'il y a, en cas de conflit, il y a 3 cas de figure. Il y a la menace de la paix, il y a la rupture de la paix et il y a l'agression. Si le Rwanda avait traversé avec l'uniforme rwandais en disant que j'ai annexé ou bien j'ai occupé le Nord Kivu et le Sud Kivu, mais vous vous dites bien qu'en ce moment-là, les choses ne seraient pas les mêmes. En ce moment-là, la RDC aurait déclaré la guerre, tout simplement, au Rwanda. Chose que la RDC ne pouvait pas faire, puisque le Rwanda a toujours nié toute implication. Mais aujourd'hui que le Rwanda déclare lui-même collaborer de manière sécuritaire avec le M23, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Si le Rwanda collabore avec le M23, donc le Rwanda reconnaît, quoique c'est une reconnaissance qui ne pèse pas beaucoup à mes yeux, vu que ce sont des choses que nous connaissons déjà. Beaucoup de naïfs qui œuvraient encore dans la défense de la dialectique rwandaise. Non, non, le Kagame n'a rien à voir là-dedans, c'est une affaire congolo-congolaise. Beaucoup ont voulu et se sont même permis de défendre cette assertion depuis le début de cette énième guerre. Mais au moins, maintenant, ces gens-là, je pense qu'ils sont suffisamment en difficulté pour qu'on n'ait pas à s'occuper d'eux. Ils peuvent se battre avec leur propre conscience et avec les mots qu'ils ont eu à prononcer dans le passé. Mais en ce qui nous concerne, il n'y a aucun événement. Maintenant, là où les choses devraient faire tilt dans la tête de tout un chacun, c'est que Nanga essaye quand même, de manière maladroite, de justifier cette collaboration en faisant tout pour minimiser la responsabilité du Rwanda. Pourquoi? Est-ce le cas de le dire? Absolument. Comment? Raison pour laquelle il cite l'Ouganda. Lorsque Corneille Nanga cite l'Ouganda alors qu'on ne lui a pas posé la question, ni la communauté internationale, ni le gouvernement de la RDC ne s'en est pris à l'Ouganda de manière virulente ou pas pour indexer l'Ouganda dans la conquête de ces provinces. Quel est le gain de Nanga de dévoiler un allié dont le gouvernement et la communauté internationale n'avaient pas encore saisi, selon lui, la portée de ce soutien? Il aurait dû garder l'Ouganda comme un secret, très bien gardé même, l'Ouganda comme un secret, de sorte que maintenant que le Rwanda est démasqué, le seul moyen pour l'AFC M23,
d'essayer de résister en perdant un appui, serait de se baser, de se repositionner sur un autre appui. Et vous avez un atout comme celui-là dans la Manche, mais vous grillez l'Ouganda aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du gouvernement de la RDC, aux yeux de l'Union africaine. Comme pour dire, oui, le Rwanda nous soutient, oui, mais il n'est pas le seul. L'Ouganda aussi. Ça veut dire quoi? Si on doit faire la sommation des pertes en vie humaine, parce qu'il y aura des procès, il y aura des arrestations, il y aura des poursuites, et il y aura dédommagement du Rwanda envers la RDC. Cette fois-ci, ils n'y échapperont pas. Mais le problème serait, à l'heure du calcul de tout ce que les agresseurs auront à dédommager la RDC, Nanga vous dit, oui, mais il ne faut pas vous en prendre seulement au Rwanda. Il faut partager les responsabilités entre le Rwanda et l'Ouganda. Si le Rwanda devait être seul, condamné à payer 50 milliards à la RDC, Nanga vous dit déjà, il ne faut pas attaquer Kagame, tout seul. Il faut l'attaquer, oui, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi l'Ouganda. C'est ça le vrai message. Et à ce titre-là, nous ne sommes pas dupes. Ce que lui, Nanga, ne sait pas, c'est que la RDC n'est pas dupe. Le chef de l'État n'est pas dupe. Il y a eu des déclarations de certaines autorités ougandaises qui ont prêté à confusion. Il y a même le fils impénitent de Museveni. Je dis certaines. Qui s'est vertué J'ai dit certaines autorités ougandaises, dont le fils de Museveni, qui est une autorité ougandaise. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais tenu compte des propos de cet écervelé-là. Parce que je considère que c'est sa manière à lui de faire le buzz et d'être connu des Congolais et surtout des Congolaises dont il raffole tant. Vous le prenez pour un fou, pour une cruche? Non, ni un fou, ni une cruche. Ni un fou, ni une cruche. Pour un tonneau. À vous de savoir s'il est plein ou vide. Moi, je le prends pour un tonneau. Mais je ne tiens pas à aller à plonger trop profondément là-dedans. Nanga vient de griller l'Ouganda, mais pour servir le Rwanda. Il n'y a rien d'autre. Et à ce titre-là, rien de nouveau sous le soleil. Nous restons vigilants. Je sais pertinemment bien, parce que j'ai une confiance aveugle dans les actions que pose actuellement le chef de l'État, parce que j'ai eu à les décrypter en son temps. Et je suis heureux de voir aujourd'hui que à chaque étape, je tombais juste. Et ces aveux de collaboration de Corneille Nangaa, à quoi il nous profite justement? Qu'est-ce que l'on gagne? Parce qu'on voit l'effervescence au sein de l'Union sacrée, on s'en réjouit. Comme si on venait de remporter l'ultime bataille. Est-ce que c'est une donne dont dispose désormais la RDC dans sa politique ou diplomatie pour justement avoir gain de cause? Mais, écoutez, déjà, la pression qui a été mise sur le Rwanda découle des efforts diplomatiques du chef de l'État et de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait qu'il faudrait être de mauvaise foi pour nier. C'est la diplomatie qui est en train de... Des efforts encore étriqués d'après une certaine opinion. Oui, mais une certaine opinion qui ne comprend pas les enjeux et qui ne comprend pas les implications des actions posées par le chef de l'État. Cette certaine opinion veut du tout de suite. La diplomatie, c'est pas cela. Vous pouvez produire des efforts en 2022 qui produisent des effets en 2026. Et ça reste une victoire diplomatique. Quoique, dans l'entretemps, il y a eu à déplorer des morts. Oui, mais il faut savoir que le président de la République a commencé ses efforts de sape pour détruire l'hôtel Rwanda. L'hôtel, ce n'est pas un hôtel où on passe la nuit, où on loue une chambre. L'hôtel dans le sens biblique. L'hôtel avec A-U-T-E-L. Ça fait des années qu'il est en train d'asséner des coups de boutoir pour détruire l'hôtel Rwanda. Mais le problème est que c'est un hôtel qui avait une structure très solide. Et ces coups de boutoir donnaient l'impression que ces coups de boutoir sans résultat immédiat donnaient l'impression que
c'était la force avec laquelle ces coups étaient assénés qui était insuffisante. Non, la force était suffisante. Mais l'hôtel était endurci par des années de mensonges, des années d'explications foireuses, par des années d'ineptie, par des années de roublardise. Et le Rwanda s'est installé. Paul Kagame s'est installé dans cette posture et dans ce système où le mensonge passait comme une lettre à la poste au niveau de l'opinion internationale. Mais les efforts constants et fournis et assidus du président de la République ont fini par lézarder cet hôtel. La lézarde, la plus grande lézarde a été le retrait d'Ouvira. Parce que ces fameuses âmes, vous avez parlé de une certaine opinion, était la même qui avait insulté, voué le président de la République aux gémonies, l'ont traîné dans la boue lorsqu'Ouvira est tombé, entre guillemets. Mais je me rappelle sur votre plateau, et sur bien d'autres encore, je disais, la chute d'Ouvira, c'est une victoire pour la RDC. Le Rwanda va se précipiter à conquérir Ouvira, pas de problème, mais Ouvira sera récupéré. En ce moment-là, je ne pouvais pas non plus tout dire. De quelle manière l'avons-nous fait? Pour autant, devons-nous nous en réjouir? Oui, absolument. La chute d'Ouvira intervient à quelques jours après... De l'entérinement de l'accord, en date du 4 décembre. Vous parlez de l'entérinement, oui. Pas l'entérinement, quelques jours après entérinement, mais ils sont précis dans les termes. Après la signature de l'accord de Washington. La signature était faite bien avant, là c'était la signature pour entériner. D'accord. Il y avait déjà l'accord de principe et tout ce qui a suivi par la suite. Il y a eu les accords et tout ça, mais une chose est sûre, allons pour entérinement et signature. Pour la signature et entérinement de l'accord de Washington. Accord au sein duquel chacun s'est engagé à avoir une certaine position et à respecter une certaine attitude. Au sortir de Washington, quelques jours après, sous la force de feu, selon eux, les FARDC se retirent. Avec, comme l'a dit l'état-major, pour éviter des pertes en vie humaine et pour éviter une effusion de sang. On a crié sur le président, on a insulté le président, on l'a traité de tous les mots. Mais au moins, tout le monde a compris que lorsque l'FCM 23, le M23, prend la ville d'Ouvira, c'est sans effusion de sang, sans bain de sang, sans massacre de population. Vous demandez si c'est une victoire, je vous dis déjà oui. Parce qu'un chef qui pense à protéger sa population est un bon chef. Piège ou victoire d'État? C'est une victoire. Et comment voir cela? Laissez-moi évoluer, M. Gédéon. C'est ce que j'aime avec vous. Allez-y. Vous êtes pressé d'apprendre et de faire apprendre. Vous êtes pressé de... Non, vous avez l'esprit très vif. Et c'est pour ça que j'aime venir sur votre plateau. Mais là où je disais, je reviens à ce que je disais, contrairement à ce que ces gens pensaient, toujours des retraits stratégiques, FARDC, les Okokate, les FARDC, on a voué notre armée, mais aux insultes les plus viles et les plus basses. Alors que c'était une stratégie. Le M23 se précipite pour prendre la ville d'Ouvira. Dès qu'ils prennent Ouvira, au bout de 48 heures déjà, ils regrettent. Ils disent aïe, 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 aïe. Ce Tshisekedi là nous ont encore piégés. Aïe, 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 aïe. Ils ont commencé à regretter. Pourquoi? Parce que les laisser prendre Ouvira, ça entrait dans une stratégie, justement, de dévoilement. Il fallait dévoiler leur stratégie aux yeux au-dessus de la communauté internationale. Le président a trouvé le moyen. Parce que même après la signature et l'entérinement de l'accord, le président l'avait mis en sourdine. Mais il ne cessait de dire qu'il ne croyait pas à la bonne foi de Kagame. De même que nous ne cessions pas de le dire. De même que de plus en plus de monde dans la communauté internationale commençait déjà à douter de la bonne foi de Kagame. On s'est dit, bon, voyons voir, laissons-lui une chance. Quelques jours après, Kagame vient étayer nos doutes. Kagame vient confirmer les doutes du chef de l'État. Kagame vient confirmer le discours tenu par le chef de l'État à l'international en disant que ce type-là,
ne respecte aucun accord. C'est un menteur patenté et pathologique. La prise d'Ouvira a démontré à la communauté internationale que Paul Kagame est un monsieur tout sauf sérieux. Dis, tu viens de signer devant Trump, qui se donne un spectacle comme ça pour faire de cette cérémonie une cérémonie historique. Quelques jours après, tes troupes, en appui au M23, ou disons en collaboration sécuritaire avec le M23, les troupes rwandaises entrent, prennent Ouvira. Et comment pouvons-nous considérer cela comme une victoire d'étape quand le coordonnateur de l'AFC M23, Kone Nangaa, présente le retrait de l'AFC M23 comme un acte de bonne foi? Faut-il y voir cela? Est-ce que piège ou victoire d'étape? S'il s'agit d'un piège, comme Nangaa présente le retrait comme un acte de bonne foi, comment devons-nous faire pour nous dépêtrer de cette situation? Mais on n'a rien à faire pour se dépêtrer de cette situation parce qu'il n'y a aucune situation de laquelle nous devons nous dépêtrer. Nangaa dit acte de bonne foi. Acte de bonne foi par rapport à l'accord signé à Washington. Mais cet accord signé à Washington, qui engage plusieurs étapes. L'AFC M23 n'est pas signataire de cet accord. C'est un accord signé entre la RDC et le Rwanda. Ne faisait-il pas allusion à l'accord de Doha? Non, non, mais non. C'est pas à vous de leur chercher des arguments. Vous me posez des questions par rapport à leur déclaration, je vous réponds, vous tenez compte de mes réponses. Ils ne sont pas assez intelligents pour réfléchir comme vous réfléchissez. Et je comprends que si vous étiez ce monsieur-là, vous aurez fait les choses autrement. Et c'est dommage pour lui, vous n'êtes pas lui. Mais je dis, comment va-t-il réagir par un acte de bonne foi dans le cadre d'un accord dont il n'est pas signataire et dont il n'est pas parti? Y a-t-il déjà eu des accords signés à Doha et entérinés à Doha? La réponse est non. Bonne foi par rapport à quoi? Parce que la RDC est tenue à ses obligations également. La RDC est tenue à ses obligations, le Rwanda aussi. Mais l'AFC M23 sera tenu à ses obligations lorsqu'un accord sera trouvé. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord, à quelle obligation voulez-vous tenir l'AFC M23? Aujourd'hui, c'est le Rwanda que nous voyons parce que c'est avec le Rwanda que nous avons signé l'accord de Washington. Pas l'AFC M23. En ce moment-là, qui est tenu à quoi? Le Rwanda est tenu à respecter cet accord, chose qu'il n'a pas faite en investissant et en occupant la ville d'Ouvira. Vous dites victoire d'étape. Non, moi je vous dis c'est une victoire d'étape. Il y a des victoires à venir très bientôt. Et je vous dis que Bukavu sera libéré. Et comment Walungu sera libéré. Goma et toutes les deux provinces dans leur entièreté seront libérées. Et même en Ituri, ces aventures aussi vont cesser des Lubanga et consorts. Je ne peux pas entrer en profondeur, mais je vous dis et je demande à la population de faire comprendre, de faire confiance au chef de l'État. Il sait ce qu'il fait. Jusque-là, nous sommes en train de gagner, au moment où on pensait que l'on perdait. Mais même dans ces pseudo-défaites, nous y voyons des victoires et aujourd'hui, le monde entier peut le voir. On verra à quoi cela va ressembler dans le prochain jour si la suite à la des événements donnera raison à Daniel Mwanateba. Et vous parlez d'une victoire d'étape. Si c'est le cas de le dire, que devons-nous faire concrètement pour consolider cet acquis en une minute? Consolider quel acquis? On parle d'une victoire d'étape. Oui, avec le processus reste encore long. Oui, mais devons consolider et continuer sur la même lancée jusqu'à recouvrer la paix ou l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce que nous devons faire d'abord, c'est persévérer avec la pression diplomatique. C'est cette pression-là qui a entraîné Kagame à travers l'ambassadrice du Rwanda aux Nations Unies à avouer finalement une chose que Kagame nie depuis 2016, donc 1996, donc ça fait 20 ans que le Rwanda a toujours nié toute implication, mais aujourd'hui le Rwanda reconnaît son implication dans les différents conflits qui ont endeuillé la République démocratique du Congo. Nous devons continuer avec la pression diplomatique. Nous devons continuer avec le renforcement
des capacités de notre armée. L'opérationnalisation des FARDC. Des FARDC, c'est déjà en marche, c'est déjà en cours. Il y a déjà beaucoup qui a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire et nous ne devons pas être distraits. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Il essaie de nous poser justement une question. Où s'arrête la parole et où commence l'action? Est-ce que les actions et les résultats engagés aujourd'hui par la RDC nous permettent d'affirmer un certain nombre de choses avec pertinence? Le cas de Julien Paluku qui affirme Urbi et Orbi qui c'est la dernière rébellion que connaît la RDC. Sur base de quoi appuie-t-il cet argumentaire? Êtes-vous aussi optimiste? Croyez-vous à ce que dit Julien Paluku au sujet de la rébellion? Bon, j'ai du mal à cerner le discours de Julien Paluku, mais je lui accorde le bénéfice du doute. Mais en ce qui me concerne, je considère que cette rébellion devra être la dernière. Devra être la dernière. Devra être la dernière, pour la simple et bonne raison que nous avons parlé tout à l'heure des efforts diplomatiques qui ont fait sortir le Rwanda du bois, en venant avouer à la face du monde sa collaboration sécuritaire et son soutien, j'ajoute, au M23. Ça veut dire que de la manière dont la pression diplomatique se fait, une fois que le Rwanda sera, il est déjà déshabillé, mais une fois qu'il sera totalement déshabillé, jusque-là, Kagame, il lui reste juste une feuille de vigne pour protéger sa nudité. Mais lorsque cette feuille de vigne tombera, il sera totalement nu. Et à ce moment-là, ce genre d'aventures ne pourront plus se faire dans la mesure où la thématique guerrière avec laquelle il justifiait ces différentes rébellions en disant que protection des minorités, Banyamulenge, les Banyamulenge eux-mêmes l'ont remis à sa place en disant que non, nous on ne demande pas sa protection. D'ailleurs, c'est les Rwandais qui massacrent le plus les Banyamulenge. Vous voyez que toute sa dialectique et sa thématique est en train de s'effondrer. Et si on parvient à y mettre un terme définitif, ben, effectivement, il n'y aura plus de rébellion dans ce pays. Tant que la RDC aura les capacités suffisantes de défense et aura les capacités diplomatiques suffisantes pour à tout prix non plus réagir après coup, mais démanteler et désactiver ces différents petits groupuscules avant même qu'ils ne commencent à opérer. Pour l'instant, rien n'est fait et il serait hasardé pour un politicien de son calibre d'avancer sur ce terrain en disant que ce serait la dernière rébellion. D'ailleurs, il dit « je prends même les risques ». Déjà, en le disant, en présentant les choses de cette façon, on dirait lui-même n'est pas sûr de ce qu'il dit. Non mais écoutez, déjà, Julien Paluku a peut-être des informations que moi je ne sais pas. Mais les informations que j'ai et ma manière de réfléchir et de décrypter cette situation me pousse à me dire qu'il y a énormément de chances que cette rébellion puisse être la dernière. Est-ce que Paluku a plus d'informations que Jules Souminois? Parce qu'on a vu son regard un peu évasif. Comme quoi, il ne croyait pas trop. Non, vous avez parlé d'un regard évasif. Or, le regard ne parle pas. Les mots et les phrases qu'on retient
comme preuve de ce qui est dit sont sortis par Moi la qui ai bouche. fait la communication, Lorsque ce sont les tout yeux, est communication. oui, mais vous savez, les yeux, nous avons eu à vivre avec des femmes dont les yeux en amourés nous faisaient croire que nous étions le dernier être sur terre. Et le lendemain, vous vous rendez compte que c'était des yeux de Jézabel. Il ne faut pas faire attention au regard. Parlons des mots. Soumi n'en a rien dit. Et Paloukou a dit. Il a peut-être des informations que je n'ai pas. Ou alors, je ne sais pas. Il est du coin. Julien Paloukou est ministre, oui, mais il est d'abord Nandé. Et les Nandés sont des ressortissants du Nord Kivu. Et la communauté Nandé est une communauté extrêmement puissante et influente du Nord Kivu. Ceci entraînerait-il cela? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer dans le commentaire des propos de Julien Paloukou, dans la mesure où, écoutez, nous sommes tous de l'Union sacrée. Il y a une certaine analyse que je pourrais avoir qui pourrait peut-être étayer ou expliciter les faits, mais qui pourrait peut-être éroder aussi le crédit de Julien Paloukou par rapport aux propos qu'il a tenus. Et par rapport à ça, je préfère me taire et dire que je lui fais confiance. S'il l'a dit, si ce n'est qu'un espoir, il me rejoint. Si c'est une certitude, je le rejoindrai. Mais à ce que je sache, il est possible, au vu des efforts qui sont en train d'être faits par le chef de l'État, il est à 90% possible que cette rébellion puisse être la dernière. Au moment où le carte se redistribue au sein de l'Union sacrée, au moment où on assiste à la recomposition de forces, et au moment même où on annonce le réaménagement technique, eh bien, est-ce que ce n'est pas tout ceci qui en tiendrait ou alimenterait ces genres de communication comme pour plaire au chef? J'en sais pas trop. Ce sont des interrogations qui restent en l'air. On va continuer avec cet échange, Daniel Monanteba. J'espère que vous êtes en train de passer du bon temps de télé. Vous avez dit quelque chose, mais je tiens à vous dire. Vous avez dit sur le temps de l'ironie, et juste en passant, vous avez raison. Mais le problème, est-ce que les gens savent vraiment ce qui plaît au chef? Si les gens savaient ce qui plaît au chef, les gens ne se disperseraient pas dans tous les sens. Parce que chacun pose des actes qui, selon lui, plairaient au chef. Et on sent une cacophonie terrible, même au sein de l'Union sacrée. On sent parfois une bassesse sans nom. On voit des papas responsables, des autorités, ministres, qui députés, mais qui se lancent dans un djalélo, de bas étage, dont le chef n'a même pas besoin. Mais le chef, je le connais mieux quand même que beaucoup de ceux qui se targuent aujourd'hui d'être avec lui. Dans la mesure où, à l'époque où nous battions à ses côtés, et pour ne pas dire à l'époque où je l'avais connu, beaucoup de ceux qui se battent aujourd'hui, avant le cash, beaucoup de ceux qui font partie de l'Union sacrée aujourd'hui étaient aux mamelles du régime de Joseph Kabila. Par quel mystère se sont-ils retrouvés là où ils se retrouvent? Par quel mystère des gens comme moi se retrouvent-ils là où ils se retrouvent? Est-ce que le chef les prend au sérieux? Je ne sais pas, mais c'est ce que je dis. Le chef les prend-il au sérieux? L'Union sacrée, oui. Le chef a eu besoin de soutien, il a eu besoin de personnes sur qui s'appuyer pour les besoins de la cause. Vous pensez que ça a fait plaisir au chef d'avoir une majorité? Si on avait demandé au chef, aujourd'hui, Dieu descend sur terre, il dit, mon fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que préférais-tu? Qu'au sortir de 2019, tu aies ta majorité au Parlement avec des Daniel Monanteba, les Gabin Chitea, les ceci, cela avec qui tu as milité? Ou est-ce que tu préférais laisser Kabila avoir la majorité, mais dans quelques mois, quelques années, déboulonner et inverser la tendance pour avoir une majorité avec un FCC et l'Union sacrée? Vous pensez qu'il allait faire quel choix? De travailler avec ces gens-là qui étaient aux ordres de Kabila, non? Pour les besoins de la cause. Et en tant que stratège politique, il a dû accepter des choses qu'il n'aurait pas acceptées si elles avaient été possibles autrement. Et ce sont ces mêmes gens qui s'évertuent aujourd'hui pour faire plaisir au chef. Aujourd'hui, est-ce que les actes qu'ils posent font plaisir au chef? Et est-ce qu'aujourd'hui, parlant de l'Union sacrée, comment porte-t-elle aujourd'hui le chef de l'État et son programme? On assiste à la guerre
d'illégaux qui passent inéluctablement par la soif de tout contrôler, la soif de pouvoir, l'envie d'écraser l'autre, et j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que le chef de l'État doit-il toujours compter sur l'Union sacrée, sur cette plateforme qui l'a vu élire pour un second mandat avec les plébiscites que je lui reconnais? On doit compter sur cette union sacrée pour recomposer de force et surtout qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore servis. Le coup de gueule de Fumut Toto justifierait la frustration qui règne au sein de votre plateforme. Bon, là, vous me parlez de Fumut Toto. Déjà, Bassanga, c'est un collègue. Hein. On a commencé à l'université ensemble. C'est un ami que je porte et je pense qu'il le sait. Hein. On s'est toujours rencontrés. Dans quelques circonstances qu'on se rencontre, il y a toujours eu cette, cette alchimie qui fonctionne. La guerre de l'ego. Non, sa frustration d'abord. Parce que j'ai entendu des gens qui se sont illustrés sur des plateaux de télévision à lui casser du sucre sur le dos. Je demande d'abord à toutes ces personnes d'être moins virulentes. Si certaines considèrent, comme moi d'ailleurs, que les propos de Bassanga, Fumut Toto, ont été au-delà de sa pensée, mais qu'on le laisse tranquille. Il est frustré. Chacun peut manifester de la frustration à sa manière. Pour ma part, je pense qu'en tant que politique, et je connais Fumut Toto, Bassanga, Vous savez, les gens ne connaissent pas sa vraie valeur. C'est une pointure, un grand esprit. Et je considère qu'en tant que grand esprit, en tant que pointure, Bassanga, tu n'aurais pas dû faire les choses de cette manière-là. Fumut Toto, mon ami, je pense que tu n'aurais pas dû faire les choses de cette manière-là. Si tu m'avais appelé Ndengeto Benganara de temps en temps pour nous demander des avis, je t'aurais demandé de ne pas faire les choses de cette manière-là. Il dénonce l'énergie de l'Union sacrée. Non, pas parce qu'il a tort de il est le meilleur, il réclame d'être... que le chef lui fasse confiance. Où est le mal dans tout ça? Mais vous savez, déjà, en football, Gareth Bale disait « je suis le meilleur ». Au moment où Cristiano disait « je suis le meilleur », Messi disait « je suis le meilleur ». Tous les joueurs qui évoluent à la même époque considèrent être les meilleurs. Donc l'évaluation s'est faite par rapport aux résultats sur le terrain. Êtes-vous à mesure de marquer des buts pour que l'équipe gagne des matchs? Tous ceux que je viens de vous citer ici marquaient des buts et faisaient gagner leur équipe. Tous. Mais qui était le meilleur? Moi, je considère que... À des proportions différentes. Non. Les propos qu'il a tenus en disant « personne mieux que moi n'a défendu le chef de l'État ». Donc, c'est légitime. Il considère, lui, dans sa tête, qu'il est le meilleur. Mais dès lors que quelqu'un dit « je suis le meilleur », mais prouvez-lui le contraire. Moi, ça va me faire mal que Fumut te dise que je suis le meilleur parce que s'il dit ça, c'est qu'il considère que moi, je n'ai rien fait. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Il est dans son discours, il est dans sa posture, il sait ce qu'il recherche et il cherche les moyens de l'obtenir. Moi, je suis dans mon coin. Je n'ai pas à dire que je suis le meilleur communicateur du chef de l'État. D'ailleurs, c'est une idée qui ne me traversera jamais la tête. Tout ce que je sais, personne, mais alors personne, ne pourra se lever pour dire « Mouananteba communique mal, il n'aime pas le chef. Il n'aide pas le chef. Il n'aime pas le chef. » Là, ça me blesserait. Mais dire que je communique mieux que tous, ce n'est pas un problème. Non, mais au sein de l'Union sacrée, c'est une chose qu'on doit comprendre tous. Nous sommes censés nous compléter. J'ai des qualités intrinsèques, claires. Fumut Toto aussi. Tant d'autres communicateurs aussi. Timothée Lenoir a des qualités intrinsèques qui lui sont propres. Mais j'ai aussi des lacunes, des défauts. Fumut Toto aussi, tous les autres aussi. Tout ce que nous devons faire, c'est mettre nos qualités au service d'un homme, au service d'un pays, au service de notre groupement. Si chacun pouvait comprendre que au sein de l'Union sacrée, nous venons nous compléter et non pas nous compliquer, les choses iraient beaucoup mieux. Si vous étiez à la place du chef, vous cédez aux sirènes de Fumut Toto ou vous le dévaluez carrément? Non, si j'étais à la place du chef, je ne céderais pas aux sirènes de Fumut Toto. Je connais Fumut Toto mieux que le chef ne le connaît. Mais si j'étais le chef, j'aurais éclaté de rire. Je crois que ce jour-là, je n'aurais peut-être pas travaillé.
J'aurais remis la vidéo plus de 20 fois parce que je connais l'homme. Et là où les gens voient seulement le discours, moi, je vois la détresse. Est-ce qu'il n'a pas poussé trop loin les bouchons Quel bouchon? en présentant sa frustration sur la place publique? Non, mais écoute, il est politique. Chacun présente sa frustration de la manière qu'il juge propre. Il n'a pas poussé le bouchon trop loin. Il a tenu des propos qui ont été assimilés par certains à du chantage envers le chef. Or, depuis le début de sa sortie... C'est l'impression que ça donne. Mais oui, mais alors, l'impression... Est-ce que moi, je dois me faire une idée sur une impression ou je dois me faire une idée sur des mots qu'il a prononcés? Il n'a pas cessé depuis le début de dire que le président, je resterai avec lui jusqu'au bout, à son service, patati patata. Mais l'union sacrée, mais attendez, qui ne sait pas que tout n'est pas rose à l'union sacrée? Qui ne sait pas qu'au sein de l'union sacrée, il y a un groupe de gens, membres du présidium ou pas, qui considèrent qu'eux sont sortis de la cour. La guerre de l'ego. Jusqu'où ça va aller? Vous avez parlé vous-même de la guerre des égos, mais la guerre des égos, ce n'est pas par rapport à des gens comme Fumutoto ou moi. La guerre des égos, c'est par rapport à ces gens qui font partie du présidium, à ces gens qui considèrent qu'ils ont un poids politique plus grand que tous les autres, alors que quelque part aujourd'hui, je ne vois pas qui peut se targuer d'avoir été élu député 3 mandats de député. On sait comment les élections se passaient. Est-ce qu'on peut être fier de se targuer d'avoir été élu député en 2006 ou en 2011 ou en 2018? Pourquoi pas? Mais enfin, je ne vais pas répondre à cette question. C'est comme lorsque vous voyez un écriteau, il est interdit d'écrire sur le mur, vous venez écrire pourquoi? Donc je préfère me taire. Allez, merci beaucoup. On prend le tout dernier sujet. Dialogue, quelle chance vous donnez au dialogue? Est-ce que le dialogue tiendra-t-il toutes ces promesses? Le dialogue annoncé au mois de février. Les préalables sont lesquels? Est-ce que nous voulons vraiment ces dialogues au moment où l'opposition est réduite au silence, certains leaders de l'opposition arrêtés et d'autres ont jugé défendable de prendre les chemins de l'exil, le cas de cette Kikoun et j'en passe. Oui, mais écoute, question complexe à plusieurs volets. Je vais essayer de répondre de manière la plus succincte, vu que le temps nous imparti touche tant vers la fin. Dialogue. On pose le principe sur la table. Faut-il dialoguer? Ceux qui disent il faut dialoguer ont tort. Ceux qui disent il ne faut pas dialoguer ont tort aussi. Ah bon? Moi, je dis on peut dialoguer. Parce que le dialogue ne devrait pas être un sujet tabou ou une chose interdite ou une chose dont on se servirait comme un épouvantail. Certains viennent avec l'idée dialogue pour arracher le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains, dans l'entourage du président, ne veulent pas de dialogue pour ne pas céder une partie du pouvoir à l'opposition. Mais je me demande, pourquoi le principe de dialogue devrait-il ipso facto entraîner une cession ou un gain du pouvoir? Donc on dialogue pour que les gens puissent se faire un partage de postes. Et dans ce cas-là, le remaniement technique, le réaménagement technique n'a plus de sens, tel que on en a parlé tout à l'heure, on m'avait posé la question tout à l'heure, donc il n'aurait plus de sens. C'est un point. Dialogue, oui, mais on veut dialoguer, mais comment on va dialoguer au moment où on arrête des militaires? On arrête des généraux qui sont en prison et tout ça. Oui, mais ces généraux-là, arrêtés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas... Ça effrite la cohésion. Ça n'effrite pas la cohésion. Au contraire, si ça effrite la cohésion, ben, tant mieux. Au moins, ça renforce la sécurité nationale. Parce que le travail abattu par le CNC est un travail de titan. Ces gens des services ne sont pas fous. Ils ne dorment pas un soir et un matin, se réveillent et disent « Arrêtez-moi tel qui a pété trop fort la nuit ». Non, il y a des faits pour lesquels on les arrête. La procédure, si les faits sont avérés. Oui, mais la procédure, vous parlez du cas d'Ola Minakou, qui a été ramassé à 1h du matin. Je le déplore, oui, mais la différence, c'est que si les services avaient des informations selon lesquelles Minakou s'apprêtait à traverser à Brazzaville à 1h30 ou à 2h du matin, aurait-il fallu attendre 6h, l'heure du parquet, pour respecter la procédure? Et puis les services n'ont pas les mêmes principes que les juridictions civiles.
pour revenir à ces militaires-là, ceux qui seront innocents seront relâchés. Mais ceux qui seront coupables de trahison, il faudra qu'on les laisse quand même pour rechercher la cohésion nationale. Oui, mais cette cohésion nationale-là, allez expliquer ça à toutes les victimes de ces trahisons-là. Parce qu'au-delà de tout, on parle de trahison, mais on n'intègre pas tous les paramètres. Vous savez que lorsqu'un général, un colonel, pactise avec l'ennemi, trahit les positions de ses troupes pour permettre à l'ennemi de bombarder ses troupes, de décimer les positions des FARDC et récupérer les territoires défendus par les FARDC, quand on parle de bombarder, décimer, ça entraîne quoi? Des morts. Donc, tu trahis, on tue 200, 300, 400 militaires du fait de ta trahison, mais il faut qu'on te laisse tranquille pour la cohésion et arriver au dialogue. 200 veuves et plus en dehors des militaires abattus. Combien de populations civiles? Vous donnez une position, oui, kuna bozo bombarder ngomba, baza kunate, bazo contourner binoboy. Bo betande sikaboy. Position, régler les tirs. Pouf, on tue 300, 400 FARDC, on tue 1500, 2000 personnes. À cause de votre trahison, on doit vous laisser pour rechercher la cohésion nationale. Quelle cohésion nationale? Si ce n'est que ça, moi je préfère la sécurité, la sûreté nationale à la cohésion nationale. Et un point, M. Gédéon, très important. Quand on parle de trahison de ces généraux-là, quand les militaires sont massacrés, quand on tue nos vaillants militaires, est-ce que les gens savent le temps que ça prend pour former un militaire? Un officier inférieur, sous-lieutenant, ça prend au moins 3 ans à l'EFO Kananga. Je pense qu'on a réduit les délais, je ne sais pas, mais c'est 3 ans pour former un lieutenant. Un soldat, Kamina, Ibomango, ceci, cela, ça prend en moyenne minimum 2 ans et demi à 3 ans pour former un militaire. Mais il n'est pas totalement formé. Parce qu'après ça, il doit aller dans des académies militaires, il doit faire l'école de guerre, il doit faire ceci, cela. Donc vous vous rendez compte que lorsque vous avez un lieutenant full ou un capitaine sur le front, vous trahissez un lieutenant ou un capitaine qui périt avec ses troupes, c'est des militaires qu'on a pris 3-4 ans à former et à guérir. Le lieutenant, le capitaine, ça a pris 5, 6, 7 ans à former avec les fonds de la République, nos impôts qu'on paye pour former armée en an. Et vous venez sur un coup de tête pour avoir un 500 000, 1 million de dollars ou avoir des promesses que lorsque nous prenons le pouvoir, vous serez tel, vous serez tel. Par rapport à quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, parce que la plupart de tout ce qu'on arrête là, Félix Antoine Tshisekedi, il leur a tout donné. Fathi leur a tout donné. Donc si on ne parlait que d'argent, Fathi leur a tout donné. Et ils ont obtenu des moyens supérieurs même aux moyens qu'ils avaient sous Kabila. Donc on ne peut pas dire qu'ils trahissent pour l'argent, à moins que ce soit une clique de cupides de bas étage. Mais dans ce cas-là aussi, pourquoi remettre des cupides comme ça en liberté? Au moment où ils mettent les FARDC et ils mettent la nation en péril. Non, ils doivent être là-bas. Cohésion nationale, oui, mais pas en laissant courir des traîtres. Dialogue. Et comment parvenir à la cohésion nationale sans passer par le dialogue? Mais est-ce possible? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui se fait dans le cadre de ces arrestations, c'est le respect de la loi ou pas? Que dit le code militaire? Lorsqu'un officier supérieur, général de surcroît, trahit de son serment et livre son pays aux mains de l'ennemi, que dit le code militaire? Si on doit entrer au niveau loi martiale et consorts, je pense qu'on n'en serait même pas à discuter ici, on dolo, ceci, cela. Parce que la loi martiale, elle est vraiment très précise là-dessus. Mais on assiste aussi à l'instrumentalisation de cette guerre pour des fins sordides. Des généraux qui sont arrêtés pendant 3 ans et on les libère, faute de preuves solides. Les cas de Philémon Yav. Non, mais Philémon Yav a été libéré? Oui. Ah, mais je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Au bout de combien d'années? 3 ans après. Pourquoi cette lenteur? Mais qui vous dit que la peine pour laquelle il avait été arrêté était de 3 ans ou moins? Au bout de 3 ans, on peut le libérer, considérant qu'il a déjà fait sa peine. La peine qu'il aurait fait s'il avait été condamné. Et pour économiser des finances publiques, dans l'organisation d'un nouveau procès alors que les faits étaient avérés, au bout de 3 ans, vu la lenteur de la procédure,
administrative, militaire, ben, on le relaisse. Donc là, c'est la justice qui le dit. Son dossier est vide, pas assez de preuves convaincantes pour continuer à le garder. Mais si la justice a dit que le dossier est vide et qu'il n'y a pas de preuves, mais c'est à déplorer, oui. Mais toujours dans le cadre de cette justice, quels sont les mécanismes prévus lorsqu'une personne est embastillée lorsqu'une personne est embastillée de manière, je ne dirais pas illégale, mais de manière injuste, pendant autant d'années où il a été privé de liberté, privé de la présence de sa femme, de ses enfants, privé de sa liberté de circulation, après avoir accumulé un stress pas possible à cause de cette privation de liberté injuste, mais il y a des mécanismes qui sont prévus pour ça. Les cas n'est pas le seul, hein? Non, mais il y a des cas sont légions. Même si les cas étaient... Il y en a aussi l'ancien conseiller en matière de sécurité chef de l'État qui avait été relaxé. Oui, mais même si les cas sont millions... tous ces procès même si les cas fortement médiatisés. Même si les cas sont millions, aucun nombre de ces cas ne sera supérieur à ce que sera capable de faire l'État en termes de réparation. L'injustice entraîne réparation. Si la justice elle-même dit que pas de preuves... Cautionner l'arbitraire. Mais non, il faut réparer. Mais que dirons-nous de ces gens qui ont fait 50 ans, 60 ans de prison aux États-Unis pour meurtre et puis on vient de se rendre compte lorsqu'ils ont atteint 82 ans qu'ils étaient innocents. Certains même sont morts au bout de 60 ans en prison, mais 10 ans après on se rend compte qu'ils étaient innocents. Que fait l'État? Il répare en dédommageant les victimes. Parce qu'en ce moment-là, ce ne sont plus des prisonniers. Dès le moment où il n'y a pas de preuve, vous avez été embastillé injustement, vous devenez une victime du système. Et le système se doit de réparer. Et la vie continue. On espère que c'est ce qui sera fait pour Philémon Yave, à qui déjà nous souhaitons prompt rétablissement. En une minute, on va chuter par là. S'il faut dialoguer... Avec qui et pourquoi? Quand faut-il exactement dialoguer? Parce que pour chez Okitoun, de son parti politique, on a besoin de dialoguer au moment où une partie du pays reste occupée par des forces rwandaises. Sinon, organiser ces dialogues, pour lui, ce serait inopportun et prématuré. Alors, pour vous, à quel moment faut-il dialoguer? Non, chez Okitundu, je pense qu'on lui a prêté des propos qui ne sont pas de lui. Non, ce sont ses propos. Non, mais parce qu'en 2003, chez Okitundu faisait partie des négociateurs à Sun City pour le compte du gouvernement Kabila, avec Vital Kamerhe et les autres. Ce sont ces négociations qui ont abouti aux élections de 2006 et au 1+4. Donc, quelque part, chez... Il dit qu'il ne faut pas dialoguer au moment où une partie du pays est occupée par le Rwanda. Ils ont été dialogués au moment où une partie du pays est occupée, non pas par la FCM23, mais par le MLC, le RCD, KML et consorts. Non, on ne peut pas refuser... Aujourd'hui, étant de l'Union sacrée, il n'a plus la même conception. Oui, mais moi j'ai la même conception d'hier, d'aujourd'hui, et j'aurai la même conception demain. On ne peut pas parler de dialogue selon nos propres intérêts ou selon nos propres dividendes. On doit parler d'un dialogue selon la qualité intrinsèque de ce dialogue. Personnellement, je dis dialoguer, oui, mais avec qui? Quand? Pourquoi? Les principaux acteurs à la crise. Voilà. Mais avec qui, c'est-à-dire quoi? Au lieu de dire on ne peut pas dialoguer tant que les territoires sont occupés. Non. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui occupent ces territoires avec leurs troupes, au moment où ces gens ont démontré que leur loyauté ne revient pas à la RDC. Ils ne sont pas loyaux à leur pays, ils sont loyaux au Rwanda, dont ils défendent les intérêts, dont ils contribuent au pillage de nos ressources et de leurs ressources qui traversent le Rwanda. Ce sont les complices du Rwanda dans son pillage, et ce pillage ne profite qu'au Rwanda. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas dialoguer avec des gens dont l'action profite principalement au Rwanda. Sinon, dans le cadre de ce dialogue, ils ne viendront pas parler Congo. Ils viendront nous parler du moyen de partager avec le Rwanda. Et ce que fait le chef de l'État, ce sont de démarches dilatoires? En quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le chef de l'État, il s'est montré optimiste, favorable au dialogue avec tout le Congolais. Je vous ai dit dialoguer. On a des démarches au niveau de la sous-région. Je vous ai dit et même dialoguer, le pacte social du tandem CECO-SCC. Je vous ai dit ici dialoguer avec qui? Avec les acteurs principaux à la crise. Comment et pourquoi? Avec les acteurs principaux à la crise.
Vous pensez que Fayoulou, ce n'est pas un acteur principal à la crise? Oui. Vous croyez Parce que... qu'il réclame toujours sa victoire à lui voler en 2018. Oui, bon. On peut... Je me demande parfois si Martin Fayoulou ne se retrouve pas dans la position de la femme de l'autre. Changer en statut de père pour avoir regardé en arrière et qui ne sait plus avancer. Elle est restée là. Mais c'est son droit. C'est mon grand frère aussi, ça. Hein. J'aime pas qu'on blague avec Yann Martin, mais je me dois quand même de le dire. Non. Les acteurs majeurs de l'opposition, il y en a. Kabila. L'opposition non armée. L'opposition armée y compris. Oui, il y en a. Il y en a. L'opposition armée. Non, l'opposition armée, comme qui par exemple? Citez-moi. Un acteur majeur. Un tueur majeur dans l'opposition armée, oui, mais un acteur majeur dont on aurait besoin pour redresser la RDC au travers d'un dialogue. Finalement, vous voulez un dialogue inclusif? Mais bien sûr. Bien sûr. Si ce serait un dialogue inclusif, Oui. ce serait avec qui? Si ce n'est pas avec la majorité qui Nous déjà dirige voulons le pays, un dialogue inclusif. avec des résultats qui laissent à désirer. Nous voulons un dialogue inclusif, mais nous sommes conscients que c'est impossible d'organiser Mais un avec dialogue qui? Avec inclusif. l'Union sacrée? Que veut dire inclusif? Qui inclut tout le monde. N'est-ce pas? Dans le cas de la RDC, tout le monde, c'est 100 millions d'habitants. Nous voulons un dialogue inclusif, mais nous sommes conscients qu'on ne peut pas inclure 100 millions d'habitants. Ma question est de savoir si vous voulez un dialogue inclusif ou exclusif. Apparemment, non, c'est nous plus voulons un dialogue dialogue exclusif. Nous voulons d'un dialogue ni inclusif ni exclusif. Nous voulons d'un dialogue qui va inclure les personnes à même de parler Congo, les personnes à même de penser Congo, et non pas inclure des personnes à loyauté douteuse. Allez. Bien, merci. On est arrivé à la fin. C'est parti très vite. Mais je m'en voudrais si je n'ai pas votre lecture sur la situation et la vie à Kinshasa, qui est quasiment intenable avec les décisions jugées impopulaires de Daniel Bumba. Impopulaire mais nécessaire. Est-il là où il devrait être? Oui, tout à fait. Ces décisions sont impopulaires mais nécessaires. Moi, ce n'est pas à ce niveau-là que je me plains. Allez-y en une minute. En une minute, je tiens à parler au gouverneur. Lorsque le gouverneur lance cette campagne de paiement, des vignettes, assurance, contrôle technique, tout ça, j'ai applaudi. Mais lorsqu'il lance cette campagne, c'est-à-dire qu'il met en place un contrat. Ce contrat, c'est-à-dire, l'État met à votre disposition ces instruments-là qui vous permettront de passer les contrôles et vous, en retour, vous remplissez votre part du contrat en payant le prix de ces instruments-là. Et c'est cet argent payé sur les vignettes qui permettra aussi à la ville d'avoir suffisamment de finances et de recettes pour travailler dans l'intérêt des Kignois. Mais là où le bas blesse, et je considère qu'on avoisine un vol, une escroquerie d'État. Je paye mon assurance, on me donne le papier de l'assurance, mais on ne me donne pas l'étiquette qui permettrait, lors des contrôles, à ces contrôleurs de voir sans devoir m'arrêter. On m'arrête, je présente, ils contrôlent, ils me rendent. Perte de temps immense. Vignette, même chose. Vous payez la vignette, on ne vous donne pas l'autocollant. Mais on vous dit, l'autocollant, on sait comment ça se passe. Or, dans le prix qu'on paye, tout est calculé. Aussi bien les autocollants que les papiers, que la main-d'œuvre. Mais pourquoi l'État ne remplit pas sa part de contrat par rapport à ça? Et vous vous rendez compte que beaucoup de véhicules en ordre sont stoppés, contrôlés pendant 5-10 minutes, avec même l'équipe de 3000 mis en place, là, qui a d'ailleurs du mal à arriver à leur lieu de travail, faute de transport, parce que cette campagne a aussi compliqué le transport. Et quand ils finissent de vous contrôler, ils restent debout là, béat, devant la fenêtre. Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Daniel Bumba, Ndoi, Tela Bango Barobiné, na Carrefour, Nyon Sopo, Kosenga Mai Eleki. Là, maintenant, je me dis, il faut que les choses. Mai Ango Bazali Kosenga Ezali ya komela boy. Soki eza o ya kokauka bon, mai ya kokauka na luki yango tisko na zomo nango te. Mais elle na kozoma ya kokauka na banotamo na nango pona kabela bango. Mais là, on rigole. Mais le respect des consommateurs, le respect des automobilistes, monsieur le gouverneur, non. La mesure est très bonne, à mon sens.
elle va permettre l'accumulation des recettes au niveau de la ville. Elle va permettre aussi de savoir chantier, belé, fongami à gauche, à droite. Et comme on compliqué l'existence à Bakinois, j'ai toujours dit que j'ai foi en vous. Et vous le savez. Je vous l'ai dit une fois en face. Mais là, vraiment... Mais donc, on dirait qu'il est perdu ou dépassé par les événements. Non, mais dépassé par les événements. Il est le seul gouverneur qui bénéficie de plus de moyens du gouvernement central. Alors, on ne les sent pas vraiment sur terrain. L'action... Vous dites le seul gouverneur... ne semble pas suivre. Qui bénéficie de l'aide du gouvernement central. De plus de moyens du gouvernement central. Ah bon? Non. Mais s'il doit bénéficier de plus de moyens du gouvernement central, c'est que le gouvernement central a compris que les moyens dont il était censé bénéficier ne sont pas disponibilisés. Dans quel état a-t-il trouvé les caisses de la ville? Avec des crédits sur plus de 10 ans, 15 ans. Vous voulez qu'il fasse quel miracle? Allez, Betty Bino, vignette, Banini, contrôle technique, pour que la ville ait des moyens de sa politique et ainsi alléger un peu le gouvernement central dans l'octroi de tous ces moyens à la ville, ça devient un problème. Non, soyons justes. Dans quel pays les véhicules doivent-ils se balader sans contrôle et sans immatriculation, sans identification? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la période où cette opération est lancée. Apparemment, ça ne respecte pas la loi. Ah bon? On devrait. C'est une procédure qui est beaucoup plus organisée au mois de mars. Question de permettre à tous les assujettis de s'acquitter de leurs devoirs. Autre chose, pour nous chercher à trouver une solution à un problème en en créant d'autres. Non, non, ne confondons Là, pas les consommateurs, les fiscale. usagers de la route ont du mal à rallier les centres-villes et leurs bureaux. Écoutez, si on vous dit que les recouvrements fiscaux se font au 31 mars, du 31 mars au 15 avril, ne me dites pas que de 18 avril, l'État n'a plus le droit de vous demander quoi que ce soit parce que le délai est passé. Non, c'est la période. La période, c'est l'année fiscale, c'est de une année, non? Une année. Donc, si on doit penser que l'année fiscale s'arrête en mars, si vraiment on doit aller sur le paiement des vignettes et de l'assurance, si on doit les mettre sur le terme de la fiscalité, mais on a encore 2 mois. C'est tout à fait normal alors qu'ils cherchent à récupérer le gain de ces non, mars, c'est l'échéance. Oui, mais dans ce cas-là, quand l'échéance approche, vous parlez de mars aujourd'hui, l'échéance. Mais les pluies n'ont pas attendu mars. Quand il pleut en décembre, en janvier, les inondations, on crie qui? Boumba, boumba. Mais maintenant, ils cherchent à tout prix les moyens de lutter contre les inondations, contre les trous sur nos routes. Et là, ça devient encore un problème. Trouver solution à un problème en en créant d'autres. C'est ce que vous acceptez parce que là, le prix du transport en commun a galopé. Le Quinois ont du mal à circuler librement. Non, mais le prix du transport a galopé. Pourquoi? À cause de la rareté des véhicules de transport. Qu'est-ce qui a entraîné la rareté des véhicules de transport? Le fait que 90% des véhicules de transport n'étaient pas en ordre. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'on laisse quand même ces véhicules qui ne sont pas en ordre, sans assurance, sans vignette, sans contrôle technique, circuler pour faciliter le transport au Quinois. Mais non, non, sérieux. La campagne va continuer, sauf que maintenant, quand on paye l'assurance, qu'on nous donne la vignette, l'étiquette. Quand on paye la vignette, qu'on ait la vignette. Une vignette, de par son appellation, c'est vignette. Mais ici, c'est un papier et on doit continuer à vous arrêter, de vous emmerder alors que vous avez payé. Noï, il faut trouver une solution. Allez, merci beaucoup Daniel Monanteba, Parti Socialiste. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Faute de temps, on ne sait pas éplucher d'autres sujets. Nous pensons peut-être vous retrouver, si votre agenda le permet vivement, dans une autre émission pour revenir sur des grandes questions qui animent notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec la même dose de plaisir. Prenez rendez-vous et plaisir à nous suivre. Tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs.